Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Broucaré. Fabienne est journaliste, mais aussi la fondatrice et rédactrice en chef du site myhappyjob.fr. Myhappyjob.fr, c'est un site résolument positif qui a pour ambition de devenir le webzine de référence sur la qualité de vie au travail. Fabienne est aussi directrice de la collection de livres My Happy Job aux éditions Vibert. Son leitmotiv, c'est montrer qu'être bien dans son job, c'est possible. Donc à travers cet épisode, nous allons vous embarquer dans la tribu des Happy Workers. Cet épisode est pour vous si vous accordez de l'importance à votre travail et vous aimeriez faire plus de liens entre votre développement professionnel et votre bonheur. Dans cet épisode, on va répondre notamment aux questions suivantes. Qu'est-ce que le bonheur au travail ? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour réellement contribuer au bien-être de leurs collaborateurs ? Quelle est la différence entre bien-être et épanouissement ? Et le bonheur, quand on est indépendant ou à son compte, ça marche comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour créer les conditions favorables au bonheur dans notre job ? Alors bonjour Fabienne et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci beaucoup pour cette super introduction. Alors j'ai envie de commencer par te poser une question essentielle. Qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail ? Comment peut-on définir le bonheur au travail ? Alors, le bonheur au travail, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est une notion subjective. Mon bonheur au travail ne sera pas forcément le même que le tien ou que celui de tes auditeurs. Ce qui est important, c'est que le bonheur au travail diffère déjà de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est quelque chose de légal. Il y a des accords en France, notamment pour la définir, et on s'intéresse vraiment aux conditions dans lesquelles on effectue son travail. Le bonheur, je dirais, il y a un peu un supplément d'âme pour moi. Il y a un peu une valeur. Être heureux au travail, essayez de vous souvenir les moments où vous êtes senti heureux ou heureuse dans votre travail, c'est vraiment les moments où on se sent aligné, on se sent bien à sa place. Et c'est souvent quand on fait un travail qui correspond à ses valeurs. Donc on parle de plus en plus, et notamment depuis la crise du coronavirus, de sens au travail. Donc pour moi, c'est un élément déterminant. Et ensuite, je dirais que c'est un peu comme une recette de cuisine. Il va y avoir des éléments un peu récurrents. Ça va être les relations aux autres. Les autres peuvent nous rendre heureux au travail. Pour certains ou certaines, ça va être autonome, avoir des responsabilités, avoir un travail qui vous challenge. Il y en a pour qui ça va être de réussir à bien concilier vie pro, vie perso. Donc tout ça, c'est un peu des ingrédients et chacun va faire sa sauce, sa salade ou sa mayonnaise à son goût et ça fera votre bonheur au travail. Et autre chose qui est intéressant selon moi, c'est que vraiment le bonheur au travail, c'est aussi une notion qui est évolutive. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui dans mon travail, c'est peut-être pas ce qui me rendra heureuse dans mon travail dans 5 ou 10 ans. Donc posez-vous régulièrement ces questions-là pour savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas vous enlever pour être heureux au travail, et vraiment essayez de vous poser ces questions assez régulièrement. Vous verrez que les réponses peuvent changer aussi au cours de votre carrière professionnelle. Alors juste ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est qu'il y a vraiment donc cette différence entre le bien-être et l'épanouissement. J'ai envie de dire le bien-être, pour bien le comprendre, il faut peut-être voir son opposé. C'est le mal-être. Voilà, c'est quand je travaille dans des conditions où il y a un niveau de stress beaucoup trop élevé, une fatigue physique, une fatigue mentale, des relations. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire ? Ça peut être aussi la charge de travail trop importante ou des conflits avec son manager. Enfin, en effet, tout ce qui nous fait, je dirais, souffrir, tout ce qui est source un peu de mal-être au travail. Voilà. Donc de plus en plus maintenant, aujourd'hui, on intègre dans l'entreprise, et d'ailleurs il y a des textes de loi dans le Code du travail qui demandent à l'employeur de créer des conditions de travail qui permettent le bien-être des collaborateurs. C'est ça ? Exactement. Quand on s'intéresse, je dirais, au point de vue légal, il y a des accords qui sont passés en France sur la qualité de vie au travail. Les accords ANI qui datent de 2013 déjà, donc c'est pas nouveau. Et il y a clairement une responsabilité de l'employeur de faire que vous travaillez dans de bonnes conditions. Un employeur se doit de favoriser la santé de ses salariés, qu'ils travaillent dans des conditions décentes et respectueuses de la sécurité au travail. Mais je dirais que là, on est dans un strict cadre légal et c'est différent pour moi du bonheur au travail
travail ou de l'épanouissement au travail, où on peut se sentir bien dans un travail, on peut apprécier sa journée de travail sans pour forcément y être, je dirais, heureux. Et donc, pour moi, l'employeur n'a pas forcément vocation à rendre tous ses salariés heureux. Par contre, il a la responsabilité de faire qu'ils travaillent dans de très bonnes conditions. Et si on arrive à s'épanouir dans son travail, il y a une responsabilité bien évidemment de l'entreprise. Quand on parle de burn-out, de burn-out, les gens qui s'ennuient au travail, il y a une responsabilité de l'employeur, mais pas que. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour moi, c'est une responsabilité partagée entre le salarié et son employeur. Alors, donc, c'est vrai que suite à la mise en place de ces obligations, de ces textes de loi et de ces obligations légales, on voit en effet de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des solutions périphériques au travail pour réduire le stress, notamment avec des cours de yoga. Et donc ça, est-ce que ça a un effet sur le bonheur des salariés de mettre en place un cours de yoga sur le temps de travail ? Alors, je dirais que je n'ai pas une réponse oui ou non. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans quel cadre ces mesures sont prises. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait, entre guillemets, que ça pour les salariés ? Si on se dit, mes salariés sont trop stressés, il y a une mauvaise ambiance, on va faire un team building, on va proposer du yoga pendant un trimestre, pour moi, ce ne sera pas efficace. Par contre, si on inclut ces mesures dans une démarche plus globale, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a du stress au travail, c'est intéressant de se préoccuper des sources. Qu'est-ce qui rend mes salariés stressés ? Est-ce que c'est une charge de travail trop importante ? Est-ce que c'est le management qui est toxique ? Est-ce que c'est les incivilités des clients ? Enfin, il peut y avoir plein de facteurs différents. Du coup, d'abord, de traiter ces sources est important. Et dans un cadre, je dirais, où on fait d'autres choses, on va travailler sur le management, on va travailler sur la charge de travail, on va s'intéresser aux différentes dimensions de la qualité de vie au travail. Pour moi, les cours de yoga, par exemple, si on prend cet exemple-là, peuvent être tout à fait pertinents. Aujourd'hui, dans les entreprises, on constate par exemple une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Vous allez avoir des personnes qui travaillent. Alors, on pense souvent que les troubles musculo-squelettiques sont réservés aux personnes qui vont travailler à l'usine, mais pas du tout. Quand vous souffrez du canal carpien et que de manière récurrente, que vous avez des mal au lombaire de manière récurrente, ce sont des troubles musculo-squelettiques. Et l'entreprise peut, en effet, par exemple, proposer des sessions de yoga assis, des séances avec un ostéopathe pour apprendre à avoir des bonnes postures au travail, comprendre que le mouvement est important, lutter contre la sédentarité au travail. Et je dirais que toutes ces initiatives sont vraiment vertueuses. Elles peuvent aussi avoir un impact sur l'équipe. Par exemple, aller faire du sport en équipe, ça peut être source de motivation, créer de nouveaux liens avec ses collègues, au-delà du bien-être purement physique. Donc, je dirais que ces initiatives-là sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut que l'entreprise prenne d'autres type de mesures, et ça peut être former ses managements aussi à la qualité de vie au travail, ça peut être essayer d'avoir des mesures pour aider ses salariés à mieux concilier vie pro, vie perso, aider les salariés à évoluer aussi dans leur poste en interne. Ça peut éviter aussi les départs. Donc, il y a plein de choses, je dirais, plein de dimensions sur lesquelles on peut agir. Et je suis contre les personnes qui pensent que le yoga en entreprise ne sert à rien. Et en même temps, je m'oppose aussi aux personnes qui trouveraient que ce serait suffisant et qu'il suffit de mettre quelques cours de yoga en entreprise pour que, comme une baguette magique, tout aille mieux du jour au lendemain. Et je repense à la première réponse quand je t'ai demandé de définir qu'est-ce que le bonheur au travail. Tu m'as dit c'est unique pour chacun. Ce qui, moi, va me rendre heureux n'est peut-être pas ce qui va rendre heureux l'autre. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un espèce de dilemme pour l'entreprise qui est de dire comment je réponds aux besoins de l'ensemble de mes collaborateurs. Alors, selon l'industrie dans laquelle on est, peut-être que nos collaborateurs ont un métier qui se ressemble, mais souvent dans une entreprise, on se retrouve quand même avec des collaborateurs qui ont des métiers très différents, donc des réalités professionnelles très différentes, des quotidiens et des agendas, une charge de travail qui va être différente. Comment enfin, je veux dire, c'est une histoire à en perdre les cheveux si j'étais en charge de mettre en place un plan. Est-ce que tu as des recommandations ou des repères peut-être à comment savoir où l'entreprise est censée mettre son attention ?
Déjà, ce qui me semble clé, moi, c'est d'écouter les salariés. C'est-à-dire que, en effet, les entreprises vont être différentes les unes des autres selon leur taille, selon la culture de l'entreprise, selon le domaine d'activité. Donc déjà, c'est de faire un diagnostic et ça permettra d'entendre vos salariés, c'est-à-dire est-ce que dans votre entreprise, peut-être que le sujet clé cette année, c'est la charge de travail, la gestion du stress, ou alors vous allez constater qu'il y a une vraie demande de mieux concilier vie pro, vie perso. Donc ça va vous permettre déjà d'identifier, je dirais, vraiment les domaines où vous devez agir de manière prioritaire. Donc ce diagnostic est ensuite essentiel. Deuxième chantier qui me semble important, c'est-à-dire que c'est clé que le message vienne de la direction, donc qu'il y ait une impulsion, mais c'est encore plus important que ce soit relayé sur le terrain. Si on décide de dire que, par exemple, la reconnaissance est très importante parce que les salariés ne se sentent pas assez reconnus dans leur travail, la personne qui va être vraiment au cœur du dispositif, c'est le manager pour apporter de la reconnaissance au quotidien et pas seulement une fois par an lors de l'entretien, par exemple, annuel. Donc, je dirais que c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, d'identifier un petit peu les acteurs clés de l'entreprise. Et là où je disais qu'il y avait une responsabilité partagée entre le collectif et le salarié lui-même, c'est aussi de voir peut-être au sein de chaque équipe, est-ce qu'il y aurait des ambassadeurs, des personnes qui, au-delà de leur poste, ça ne va pas être des personnes qui sont responsables de la qualité de vie au travail, mais peut-être des personnes qui, dans chaque équipe, vont être des moteurs pour aider à diffuser cette culture en interne. Et il y a par exemple des exemples très intéressants d'entreprises qui ont mis en place des réseaux de bienveilleurs, des réseaux bienveillants où vous avez des personnes qui sont formées en interne à l'écoute des autres et qui permettent de faire remonter les signaux peut-être de mal-être au travail et de les prendre très tôt en prévention plutôt que d'attendre qu'il y ait un taux d'absentéisme important, beaucoup de turnover et qu'on se rende compte que le mal-être est très très important. Donc il y a beaucoup de manières d'agir et peut-être dernier point, il serait illusoire de penser que la qualité de vie au travail coûte forcément cher. On se rend compte que parfois c'est simplement des choses de bon sens. Quand je parlais de la reconnaissance, c'est tout simplement faire preuve de reconnaissance à son équipe tout au long de l'année, donc par des remerciements, des compliments, par je dirais la manière d'être et de communiquer à son équipe. Et la qualité de vie au travail, c'est pas forcément avoir des locaux flambant neufs qui vous ont coûté des millions et de se dire qu'il faut absolument avoir le baby-foot comme toutes les autres entreprises. Donc je dirais que c'est le diagnostic est clé pour faire les bons choix après. Et là encore, c'est pas définitif. Donc ce diagnostic, il faut pas hésiter à le faire une fois par an ou 2 fois par an selon la taille de votre entreprise. Super, merci. Et donc, là, on a beaucoup parlé de ce que les entreprises peuvent faire et les auditeurs qui nous écoutent peuvent peut-être, à travers notre conversation, repérer des choses que leur entreprise a pu faire et peut-être repérer des choses que l'entreprise n'a pas fait et du coup pointer du doigt les coupables. Mon entreprise s'y prend pas bien, mon entreprise ne m'écoute pas, enfin voilà. Donc on peut facilement, dans cette démarche de bonheur au travail ou de bien-être au travail, pointer du doigt vers l'entreprise, vers les managers et dire vous ne faites pas ce qu'il faut. Et parfois il y a des bonnes raisons de penser ça. Et en même temps, là j'ai envie maintenant qu'on parle de la responsabilité du collaborateur et de se dire finalement à quel moment moi, salarié de l'entreprise, finalement, c'est ma responsabilité aussi de prendre en main mon bonheur. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Quel est mon périmètre d'action où je peux concrètement faire quelque chose autrement qui va contribuer à mon propre bonheur ? Tout à fait. Ce qui est important, là encore, c'est de savoir qu'est-ce qui, je dirais, de faire une liste de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous irrite, vous énerve, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer votre niveau de bien-être et votre niveau de bonheur personnel et professionnel. Donc, je dirais qu'une fois que vous avez fait cette liste de, je dirais, des plus et des moins, de voir justement sur quoi vous avez la main, sur quoi vous pouvez agir. Si, par exemple, c'est le rythme de la conciliation vie pro qui ne va pas, en vous disant que je passe beaucoup trop de temps au travail, je m'y retrouve pas pour ma famille, pour moi, j'ai pas assez de temps pour moi. Tout simplement de voir, on a beaucoup parlé du télétravail cette année, puisqu'avec le confinement, il a été généralisé, c'est de voir est-ce que par exemple une journée ou deux de télétravail dans la semaine vous satisferait, vous aiderait à mieux concilier. Donc c'est d'en parler à votre manager, de voir s'il y a une charte qui existe dans votre entreprise du télétravail, est-ce que d'autres personnes télétravaillent déjà de manière régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aussi obtenir ce droit au télétravail.
télétravail une fois ou deux dans la semaine. Donc, je dirais de ne pas hésiter à communiquer parce que des fois, on est un peu fataliste et on dit de toute façon, ça ne changera jamais. Mais c'est sûr que si on n'en parle jamais, ça ne bougera pas. Donc, du coup, déjà, ce serait de voir qu'est-ce qui pourrait faire pour que vous soyez mieux et ensuite d'en parler, que ce soit à votre manager, à vos collègues et aussi à votre RH. Ça peut être tout simplement si vous avez des envies d'évolution, des formations. On peut être surpris. Aujourd'hui, il y a le compte professionnel de formation qui existe en France et vous avez des droits à la formation. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par votre service RH et vous pouvez vous former avec votre compte et choisir les formations dont vous auriez besoin. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de voir par exemple, est-ce que si c'est, je sais pas, beaucoup sont, je dirais, avec beaucoup de mails à gérer tout le temps, ont du mal à déconnecter. Donc là encore, c'est peut-être de parler de l'usage du digital avec le reste de votre équipe. Est-ce qu'on peut faire une charte dans l'équipe de se dire, le soir, le week-end, on s'envoie pas de mails sauf urgence, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est vraiment urgent. Donc là encore, c'est de partir de vous et d'essayer d'exprimer sans pointer du doigt un fautif, mais plutôt en passant par la communication non violente et de vous dire, moi, qu'est-ce que ça me fait, donc en utilisant le je plutôt qu'en pointant du doigt le coupable, le vous. Ensuite, il y a peut-être après, si vraiment vous constatez que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse du tout dans votre travail, il y a peut-être des pas de côté à faire et que ce soit alors travailler à temps partiel dans votre entreprise et faire une autre activité à côté pour être slasher, se dire que c'est peut-être l'entreprise qui pose problème, donc vous voudriez faire la même activité mais ailleurs, donc de voir un petit peu quel est votre degré de bien-être et de mal-être pour voir est-ce qu'il est temps aussi de partir, parce que des fois partir est la meilleure solution qu'on peut avoir, que ce soit pour se reconvertir, mais pas forcément, ça peut être tout simplement faire la même activité en indépendant, et là encore ça peut être des besoins différents selon les temps de votre vie et de votre carrière, donc ne pas hésiter à se questionner et à ouvrir le champ des possibles sans forcément penser que il faut tout plaquer du jour au lendemain pour devenir heureux au travail. Il y a parfois des ajustements qui sont nécessaires mais qui permettent déjà de retrouver un certain plaisir. Ça me fait penser, dans le livre J'arrête de râler au boulot, on introduit la notion des zones d'influence et de se dire très souvent, on pointe du doigt la direction qui souvent est loin de nous, d'ailleurs, est souvent très éloignée. Moi personnellement, collaborateur de l'entreprise, je n'ai peut-être pas la possibilité d'influencer la direction. Elle est peut-être trop loin de moi, donc on pointe du doigt la direction et elle est coupable de tous les torts pour ne pas faire ce qu'il faut pour contribuer au bien-être des collaborateurs, par exemple. Et en même temps, c'est très très dur d'agir et d'influencer cette direction parce qu'elle est trop loin de nous. Et donc, on introduit il y a 3 zones d'influence. Il y a cette zone qui est loin de nous, où il faudrait vraiment s'investir de manière très compliquée pour réussir à influencer cette zone qui est très vaste et très loin de nous. Et ensuite, il y a 2 autres zones qui sont beaucoup plus près. Il y a la zone de mon équipe. Oui, peut-être qu'on ne peut pas faire bouger les lignes au niveau global, mais peut-être qu'entre nous, avec mes 5 collègues, on peut s'organiser à notre manière, d'une manière où ça peut marcher mieux pour tout le monde. Donc ça, c'est les autres, et voilà, au niveau local, au niveau de ma réalité, de mon équipe. Et puis, il y a après le niveau proche, il y a moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour contribuer à mon bonheur ? Si moi, je trouve que je suis très stressée, qu'est-ce que moi, je peux faire pour gérer mon stress ? Je vois notamment, moi, beaucoup de personnes qui me disent, le soir, je me couche tard, je suis très crevée, mais je me couche tard parce que le soir, je regarde la télé parce que j'ai besoin de décompresser. Et moi, je réponds souvent en disant, oui, c'est bien, mais est-ce que vraiment ça te ressource? Est-ce que vraiment ça te fait du bien? Ça te décompresse? Mais peut-être que justement, un cours de yoga au studio en bas de chez toi t'aurait permis de rencontrer des personnes de ton quartier et de faire cette pause corporelle et de réellement te ressourcer et du coup de retourner au boulot le lendemain renouvelé. Et de ne pas repartir avec un réservoir vide tous les matins quand on commence sa journée. Et donc là, c'est vraiment la zone devant moi. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer mon quotidien? Et est-ce que vraiment la manière dont je vis mes journées est au service de mon bien-être, est au service de mon bonheur? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise peut faire beaucoup de choses pour vous, mais il y a des entreprises qui font énormément et dans ces entreprises-là, des salariés sont quand même pas à leur place, malheureux. Donc, je dirais que l'entreprise aura beau des fois faire 1001 choses, peut-être que vous, ça ne vous conviendra pas. Et ce que tu dis est intéressant parce que la même réalité vécue par 2 personnes va être totalement différente. Et pour vous donner un exemple concret aussi, quand on travaille, le temps dans les transports peut être parfois irritant, fatigant, usant. Donc, je vous disais qu'il y avait la solution du télétravail.
mais il y a aussi qu'est-ce que je fais moi pendant cette heure de transport. Est-ce que je peux pas en profiter pour, au lieu de m'agacer parce que le RER n'avance pas assez vite, en profiter pour, je sais pas, faire une appli de méditation, au lieu d'essayer de regarder les réseaux sociaux alors que je sais pertinemment que ça capte mal. Donc c'est vraiment essayer de vous dire qu'est-ce que chacun on peut faire pour remettre en effet du bien-être dans nos journées, parce qu'on a des marges de manœuvre parfois plus importantes qu'on le pense pour se réapproprier notre temps, pour voilà. Et je pense que c'est pareil au travail. Des fois, on reste un peu trop dans son carcan, dans ses habitudes, et se poser des questions en se demandant qu'est-ce qui me rendrait vraiment plus heureux et qu'est-ce que moi je peux faire. C'est aussi se remettre en mode de marche, je dirais, et en action, et ça fait du bien plutôt que de subir. Voilà, exactement. Être victime de sa réalité, je dis souvent, hein, moi, avec tous les livres, j'arrête de râler, hein, je dis souvent, dès qu'on pointe du doigt un coupable, on croit qu'on est en position de force, parce que je pointe du doigt mon patron, ma direction, mais en même temps, dès l'instant où je pointe le doigt vers l'autre, je me mets moi dans la posture de la victime. Et donc, si j'arrête de pointer du doigt le coupable, je ne suis plus victime. Et du coup, là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais autrement? Vu que être victime n'est plus une option, qu'est-ce qui devient possible pour moi? Et comment est-ce que je prends en main mon propre bonheur et mon propre épanouissement professionnel? Alors, j'ai envie d'amener la conversation un petit peu dans une autre direction, parce qu'on a aussi beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont des indépendants. Et donc, comment ça se passe, le bonheur au boulot, quand on est à son compte et qu'on n'a peut-être pas les moyens de l'entreprise pour contribuer à notre bien-être? Est-ce que tu as des recommandations, ou est-ce que toi, je sais que tu as fait la bascule d'être salariée à devenir indépendante. Qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris sur le bonheur quand on est indépendant? Alors, ça fait en effet 4 ans que je suis vraiment à mon compte avec mon entreprise. Avant, j'avais passé une dizaine d'années dans la presse, donc soit en CDI, CDD classique, ou à mon compte pigiste, mais j'avais jamais monté ma structure. Je dirais que ce qui a changé depuis 4 ans, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, on l'a pas évoqué, mais il y a un peu la base. C'est la sécurité, je dirais, financière, physique. Et quand on est indépendant, on la prend un peu plus en pleine face que quand on est salarié. Donc, je dirais que d'avoir cette sécurité-là, c'est quand même, je dirais, important parce que ça va nous mettre dans de bonnes dispositions, et c'est je dirais, la base qui va faire qu'on va se sentir bien au quotidien. Ensuite, on prend peut-être plus, je dirais, conscience de ce qui est important pour nous. Moi, j'étais à une époque de ma vie où la conciliation vie pro-perso était très importante. Donc, clairement, faire 1h30 pour aller à mon travail matin et soir, c'était plus possible. C'était plus un compromis que je voulais faire. Et ce qui compte, moi, aujourd'hui, beaucoup, c'est comment j'arrive à concilier mon travail, mon activité et ma vie de famille, ma vie personnelle. Ça paraît facile quand on est freelance ou indépendant, parce qu'on se dit on s'organise comme on veut, on a le temps devant soi, on n'a plus personne qui va nous dire fais ci ou fais ça à cette heure-là. Mais il m'a fallu bien un an, moi, pour sortir du cadre classique de la vie salariale. C'est-à-dire, je m'explique. Je me faisais au début des horaires très classiques. Je travaillais beaucoup de mes soirées, de mes week-ends y passaient pour lancer mon activité. Donc ça, on tient un temps, mais après on s'épuise. Donc il faut aussi apprendre à se prémunir et à se préserver vraiment, donc à se ménager dans le temps. Et à sortir du cadre de je suis obligée de faire 9h, 18h, de prendre ma pause entre midi et 2. Si je veux faire une activité de sport, par exemple, c'est forcément avant, après ou le midi. Et il m'a fallu un certain temps pour me dire, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ton running le matin avant de démarrer à 9h, de casser un petit peu les codes. Et je dirais qu'on prend beaucoup de plaisir au travail quand on est indépendant. Je trouve, quand on arrive à trouver une organisation qui vous convient, et quand on arrive à vraiment sortir des codes, je dirais, classiques de l'entreprise, et quand on se rend compte que on a une liberté folle, et ça fait partie de notre bonheur et de notre bien-être, et qu'il faut parfois se faire un peu violence et ne pas culpabiliser parce qu'on va travailler moins le vendredi après, ou parce qu'on va décider de travailler 4 jours sur 5 et que ça nous convient très bien. Donc c'est aussi sortir un petit peu des schémas classiques. Et ensuite, je dirais, moi, ce qui compte beaucoup quand on est indépendant et quand on a la chance de pouvoir le faire, c'est de travailler avec les gens qu'on veut, d'accepter les projets qu'on veut et de mûrir son projet, de faire grandir son projet dans le sens qu'on veut. Quand on est à son compte et qu'on a, par exemple, comme moi, son propre site internet, moi, chaque année, je m'amuse à développer mon site, à se dire, on va lancer un nouveau projet cette année, on le teste, on l'expérimente, on voit ce qui marche. Et ça, par exemple, pour moi, c'est une source d'autonomie, de responsabilité énorme et qui, moi, me procure beaucoup de plaisir, parce que ça me permet d'aller dans des domaines qui me sortent de mon poste à la base de journaliste. On a lancé cette année, tu en
parlais au début, la collection de livres. Moi, je suis du coup aujourd'hui directrice de cette collection et c'est une nouvelle casquette, je dirais, dans mon panel d'activités et c'est réjouissant et je trouve ça vraiment passionnant. Donc, c'est vraiment la possibilité, en tout cas, une fois qu'on a quelque chose qui nous motive, de modeler son projet comme on l'entend et on se rend compte que ça nous permet aussi d'entretenir la motivation. Pour vous donner une anecdote, moi personnelle, j'ai jamais passé de plus de 2 ans dans la même entreprise jusqu'en 2016 et là je fête mes 4 ans bientôt à mon compte et je me dis que c'est pas un hasard et que ça me convient très bien et que ça me permet vraiment d'éviter peut-être la monotonie ou le carcan dans lequel les entreprises peuvent parfois nous enfermer. Je dis souvent, on quitte sa boîte pour monter sa boîte, on quitte son job pour monter sa boîte et souvent on fait ça parce qu'on se sentait enfermé, trop limité, pas suffisamment libre dans le job qu'on avait avant et donc on décide de monter notre boîte, mais on peut en effet, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs et je les vois se recréer une boîte limitante et enfermante sous prétexte d'une pression ou de croyance, de comment les choses doivent être, de comment il faut faire, de l'image, être conforme à ce qu'on pense, de l'image qu'on attend de nous. Et du coup, on se prive de cette liberté qui est source d'innovation et de créativité, qui est de dire, je vais créer cette boîte à mon image et je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire et je vais faire en sorte que cette entreprise que je crée soit source de créativité, d'épanouissement. Et voilà, je vais faire ce que je veux. Voilà, et c'est vrai qu'il y a vraiment, tu as utilisé le mot tout à l'heure, je crois que tu as utilisé le mot s'autoriser. Moi, je dis souvent le mot de se donner la permission. Je me souviens de la première fois que je suis allée à un cours de danse à 9h30 du matin, donc sur des heures de bureau. Normalement, j'amenais mes enfants à l'école et ensuite j'allais au bureau. Et là, je me suis autorisée à amener mes enfants à l'école et à aller prendre un café et ensuite aller à un cours de danse. Et je me sentais, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui n'était pas permis. J'ai même appelé mon mari pour lui demander si j'avais le droit. Il a rigolé, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Mais c'est rigolo, hein. Donc il y a vraiment il y a vraiment ce côté, se donner la permission et de gérer notre temps et d'avoir justement cette liberté, cette flexibilité que l'entrepreneuriat permet. Alors, je ne veux pas non plus voiler la face. L'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de contraintes, notamment financières, et on n'a pas le salaire qui tombe à la fin du mois si on n'a pas fait ce qu'il fallait et si on n'a pas trouvé les clients et si on n'a pas créé de valeur. Donc ça, c'est faut quand même mettre ça à sa place. Mais en même temps, pour pouvoir être moteur de son entreprise, il faut prendre soin de son réservoir, il faut remplir son réservoir de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie. Quand on choisit nos projets, quand on développe des nouvelles choses, quand on va faire notre course à pied ou notre cours de danse, notre moteur est huilé et donc on a du coup toute l'énergie pour tenir le coup sur la durée. Et comme toi tu dis, ça fait 4 ans que tu es dans cette entreprise, donc ça fait 15 ans que je suis indépendante. Et ce que tu dis résonne très fort. Alors, j'ai envie d'amener maintenant la conversation vers cette situation absolument unique que nous venons de vivre et que nous sommes encore en train de vivre, qui est la crise du Covid, qui quelque part nous a frappé de plein fouet et nous a forcé dans un temps record à complètement faire table rase sur nos manières de fonctionner, à nous adapter, à innover. Tout le monde s'est retrouvé à travailler à la maison en télétravail et on a dû complètement changé notre manière de fonctionner et beaucoup de choses qu'on croyait impossibles sont devenues possibles dans nos manières alors de manière imparfaite. Je dis pas que ça a marché comme sur des roulettes et il y a sûrement énormément d'ajustements à faire, mais en même temps, je sais que certaines personnes se disent vivement que tout puisse redevenir comme avant. Et moi, j'ai envie de dire, oh là 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 là, stop. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des leçons à tirer de cette crise du Covid, des choses qu'on a réussi à faire dans notre manière de travailler, qu'il faudrait peut-être garder justement pour contribuer à plus de bien-être et de bonheur au travail. Donc, est-ce que toi, tu as une idée de quelles seraient les plus belles leçons que nous pourrions tirer de cette expérience et qui pourraient, si on pouvait les maintenir et les cultiver, contribuer à plus de bonheur au boulot ?
Oui, je te rejoins. Il y a du négatif dans cette crise, clairement. Ça a été compliqué, ça reste compliqué dans beaucoup de secteurs d'activité. Maintenant, il y a aussi du positif, notamment dans les manières de travailler. Alors, bien évidemment, le télétravail, notamment pour les gens qui n'avaient jamais expérimenté le télétravail, ce n'est pas ce qu'on a vécu pendant le confinement avec les enfants, l'école à la maison, à temps plein, toutes les équipes à distance. Donc, c'était une parenthèse particulière. Maintenant, il serait dommage de refermer cette parenthèse et de se dire on revient comme avant avec plus de télétravail ou très peu, parce que pour moi, le télétravail est vraiment clé pour mieux vivre au travail et tout simplement parce que ça nous permet de retrouver une liberté, ça nous permet de retrouver un sas dans la semaine où on n'est pas dans un tunnel du lundi au vendredi monotone. Ça permet à beaucoup de gens d'éviter une demi-heure, 1 heure de trajet matin et soir, donc de remplir le fameux réservoir aussi d'énergie dont on parlait. Et les outils aujourd'hui digitaux nous permettent totalement de travailler à distance. Donc la question, c'est pas pour ou contre le télétravail, je dirais que c'est plutôt quel équilibre trouver. Il semblerait que dans beaucoup d'entreprises, 2 à 3 jours de télétravail ou 2 jours de présentiel et 3 jours de télétravail ou l'inverse, soit le bon équilibre pour maintenir un esprit d'équipe, le travail collectif, mais en même temps que les salariés s'y retrouvent aussi et puissent gagner en qualité de vie et en qualité de vie au travail. Ce qui change quand on parle aussi de télétravail, c'est que pourquoi on irait au bureau ? Donc, je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui peut être positif, c'est de repenser nos espaces de travail collectifs, les bureaux, les fameux open space, pour en faire des endroits où, quand on va au travail, c'est parce que j'ai besoin de travailler avec mes collègues, avec mon responsable, et donc qu'on fasse des lieux un peu plus créatifs, peut-être, où le collaboratif a une place plus importante. Donc, je dirais qu'il y a un boulevard un peu devant nous pour repenser ces manières de travailler. Et on le voit aussi avec, alors certaines entreprises ont eu des annonces un peu fortes sur tout le monde en télétravail. C'est pas forcément, je pense, le meilleur équilibre, mais en même temps, ça peut ouvrir un champ des possibles énorme. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de travailler à côté, d'habiter à côté de la Défense pour travailler pour un grand groupe. On peut très bien habiter plus loin, avoir une meilleure qualité de vie au quotidien, faire plus de télétravail et en même temps avoir un job pour lequel l'entreprise est, elle, basée en région, par exemple, parisienne. Mais du coup, ça ouvre un champ des possibles, je dirais, beaucoup plus grand. Les critères, peut-être, de chacun changent. Et ensuite, peut-être que la crise aussi a fait réfléchir beaucoup de gens sur le sens au travail. Parce que pendant la crise, certains se sont retrouvés au chômage partiel, d'autres se sont dit tiens, mon travail, à quoi cher dans la société. Pour certains, c'était évident quand on est soignant, particulièrement cette année, je pense que le sens au travail est très important. Et peut-être que d'autres se sont réinterrogés sur leurs envies et peut-être que ça a fait rejaillir des envies, des nouveaux projets. Donc c'est aussi, je dirais, du positif parce que ça va emmener de nouveaux projets et des nouvelles dynamiques, à mon avis, dès la rentrée. Et enfin, je pense que la crise nous a aussi plongé peut-être dans l'incertitude et ça se prolonge, c'est-à-dire que là, on ne sait pas non plus forcément dans les mois à venir exactement ce qui va se passer. Donc, ça nous demande peut-être de faire avec des contraintes, mais en même temps, les contraintes font naître, je dirais, plus de créativité, on essaye d'innover. Moi, pour vous donner un exemple, on faisait très peu de webinaires sur My Happy Job, on s'y est mis notamment pour lancer la collection Libre en juin et ça a cartonné, donc c'est quelque chose qu'on va continuer de faire. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec nos lecteurs via ces webinaires, donc on va en faire d'autres et de plus en plus. Donc je dirais que la crise a du bon aussi parce qu'elle nous a peut-être obligés à faire des choses qu'on avait un peu en stand-by, où on se disait bon, c'est pas le moment, ou c'est pas, on verra plus tard, et du coup ça nous a contraints à innover pour pouvoir continuer aussi d'exister, mais même à distance. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui vont continuer, et on s'est dit, exactement comme tu disais, que c'était possible, et on l'a fait. Donc il y a des choses qui vont perturber et qui perdurer et qui vont rester, je pense, dans les mois à venir. Oui, c'est vrai que ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que souvent en entreprise, on a l'impression qu'on ne peut pas changer, qu'on n'a pas le temps de changer, que ça coûtera trop cher de changer, que c'est trop compliqué de changer. Et là, en fait, on a tous été forcés de changer. Et en fait, encore une fois, c'est imparfait et je ne souhaite pas que c'est... Mais quelque part, on a prouvé que c'était possible de s'adapter. En fait, on a prouvé notre capacité d'innovation et d'adaptation. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que si les entreprises peuvent rester et préserver les conditions favorables
à cette mentalité et à cette capacité que nous avons de nous adapter, d'innover et en effet de réfléchir sur nos manières de fonctionner, nos manières de travailler. Je pense que ça peut être très riche. Et j'ai un autre sujet que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu le sentiment dans cette crise qu'on s'est naturellement plus intéressé à la santé émotionnelle de nos collègues et des personnes autour de nous, à la santé mentale et émotionnelle. On s'est beaucoup plus facilement posé la question de comment vas-tu, et on a vraiment écouté la réponse. Exactement. Avec un nouveau niveau de qualité d'écoute et d'attention à toute cette dimension de l'émotionnel qui pendant longtemps a été mis un peu à la porte de l'entreprise en disant venez pas avec vos émotions au boulot, on n'en a pas besoin, c'est pas là qu'on les veut. Et là il y a eu comme un espace qui a été créé. Tu es d'accord? Tu as observé ça toi aussi? Tout à fait, je dirais à deux niveaux. Déjà, en effet, tout simplement, comme tu dis, la question comment ça va, je pense qu'avant, c'était dans un couloir sans même attendre la réponse. Et là, vu la situation, vu les difficultés rencontrées par certaines personnes, on était aussi face à la maladie, à la peur. Donc, du coup, je pense qu'en effet, on a peut-être pris beaucoup plus soin des uns et des autres, avec le bémol que je pense que cette crise révèle le meilleur de certaines entreprises et de certaines personnes et le pire, parce qu'il y a des entreprises qui ont voulu continuer avec le micro-management, à contrôler, à faire des réunions à pas d'heure pour être sûr que tout le monde travaille. J'ai encore lu un article très intéressant sur des logiciels qui permettaient de savoir exactement le temps de travail effectif en télétravail. Enfin, du coup, je pense que ces pratiques-là sont minoritaires, mais hélas, sont encore là. Et ensuite, il y a des études qui sont sorties, notamment d'un cabinet qui s'appelle Empreinte Humaine en France, sur, par exemple, en effet, la détresse psychologique, sur l'impact du confinement sur l'état émotionnel des salariés. Et c'était très intéressant de voir ces chiffres publiés partout dans la presse repris, et ça a mis vraiment sur le devant de la scène les risques psychosociaux, sur tous ces éléments-là dont on ne parle pas forcément beaucoup le reste de l'année et qui sont devenus quasiment prioritaires parce qu'une entreprise ne peut pas bien fonctionner tout simplement si ses salariés ne sont pas dans de bonnes dispositions. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'écoute de psychologues, que ça a permis peut-être de démocratiser beaucoup de choses dans ce domaine-là, et c'est tant mieux parce que c'est des questions qui ne doivent pas être tabous aujourd'hui en entreprise. Voilà, tout à fait. C'était des questions qui étaient traitées comme peut-être frivoles ou tabous ou importantes, mais en même temps pas forcément prioritaires. Et là, on a pu vivre et on continue à vivre dans une réalité où elles prennent plus de place. Et je pense que c'est bon. Que ces choses-là prennent plus de place. Donc, la flexibilité du temps de travail, le sens du travail, la santé émotionnelle au travail, comment repenser nos espaces de travail, notre temps de travail, la manière dont on interagit avec les uns et les autres. Encore une fois, cette crise qui bien évidemment, nous ne souhaitons à personne, nous amène à réfléchir et à repenser des choses, nous force en fait à réfléchir et à repenser des choses, et voilà, je trouve ça passionnant de réfléchir à toutes ces questions. Voilà. Mais écoute, on va encore en apprendre beaucoup. C'est pas fini. Donc je vous invite tous et toutes à aller sur le site myhappyjob.fr, regarder les webinaires, les articles, regarder aussi les nouveaux livres de la collection My Happy Job chez Viber, un lieu de ressources pour continuer à échanger et à s'informer sur ce sujet passionnant. En tout cas, un grand merci Fabienne d'avoir accepté de répondre à mes questions dans ce podcast. J'espère avoir la chance de te croiser à nouveau à Paris quand je pourrai moi-même voyager. Je te souhaite très belle continuation, une très belle année, des nouveaux projets à développer, et je me réjouis vraiment de tout ce que tu fais pour nourrir et faire grandir la communauté des Happy Workers. À bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.